Alors bonjour et merci d'être parmi nous aujourd'hui ce matin pour le lancement de l'Observatoire par la communauté des entreprises à mission. On est absolument ravis d'être aujourd'hui ici à Bercy pour cet événement de lancement. Mais tout d'abord, c'est de coutume que je vous souhaite mes meilleurs voeux pour cette année 2021. Bien entendu de la santé, on espère du vaccin, du bonheur et beaucoup de succès dans vos missions. Et du succès, on peut s'en souhaiter tous pour que le mouvement et les nombres d'entreprises à mission continuent à se développer. Il y a eu deux effets accélérateurs. Évidemment, la loi Pacte, qui a été un premier accélérateur très fort sur le nombre de dirigeants qui se sont mis en chemin sur le cadre qu'offrait la loi Pacte de société à mission. Mais également, je crois, avec la crise de la Covid, une vraie accélération de ce mouvement par une prise de conscience de citoyens, de consommateurs, de nos propres collaborateurs, de l'urgence de mettre en chemin nos entreprises et de les rendre réellement utiles et contributives face aux nombreux défis sociaux et environnementaux auxquels nous faisons face. Il y a une sorte d'urgence, une urgence à agir, une urgence à utiliser l'entreprise comme un puissant levier de transformation de la société. Et probablement, nous sommes la première génération à savoir que nos modes de vie, nos modes de consommation, notre économie est directement liée au dérèglement climatique, aux problèmes de biodiversité et aux enjeux sociaux qui sont associés à tout ça. Mais on est probablement aussi la dernière génération à pouvoir agir pour changer le monde et transformer l'économie pour qu'elle soit véritablement soutenable. Alors aujourd'hui, on va parler de la société à mission. Il y a un enjeu clé, c'est que ce modèle se diffuse parce que ce modèle de la société à mission est probablement le meilleur modèle pour structurer nos démarches d'impact, pour transformer en profondeur nos entreprises, leur modèle de management, d'organisation, leur offre, pour qu'elles soient à la fois contributives sur ces enjeux sociaux, environnementaux, mais également performantes et résilientes. La communauté des entreprises à mission, c'est au cœur de cette mission que de faire connaître ce nouveau modèle de la société à mission, de pouvoir donner et offrir un cadre de partage aux dirigeants qui sont les moteurs et la clé de voûte pour la transformation de l'entreprise, et également de continuer à enrichir ce modèle qui est quand même très récent de la société à mission. Et c'est un peu ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec le service après-vote de la loi Pacte et le lancement de cet observatoire qui est vraiment un objet de recherche pour nous pour continuer à la fois observer de quelle manière les entreprises se saisissent de ce cadre qu'est la société à mission, qui sont-elles, de quelle taille, d'où elles viennent et comment elles utilisent finalement ce cadre pour structurer leur démarche d'impact, quels objectifs de mission elles se fixent, des objectifs sociaux, sociétaux, environnementaux, et puis également comment elles font évoluer leur gouvernance avec la composition des comités de mission. C'est tout ce qu'on va observer dans cet observatoire et puis régulièrement on sortira donc des baromètres pour voir un peu et prendre le pouls en temps réel de l'adoption de la société à mission par les entreprises en France. Je voudrais évidemment féliciter et dire un grand bravo et merci à toutes les équipes qui ont travaillé au lancement de cet observatoire et de ce baromètre. Depuis plus d'1 an, on y travaille, des bénévoles de l'association, des membres qui se sont vraiment impliqués dans la sortie de cet observatoire. Merci à vous. Cet observatoire est un précieux outil pour nous, pour pouvoir observer et continuer à nourrir et enrichir ce modèle de la société à mission. Avant que Anne nous dévoile ce premier baromètre des sociétés à mission, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Olivia Grégoire, que je remercie infiniment de nous accueillir ici à Bercy aujourd'hui pour ce lancement de l'Observatoire des sociétés à mission. Alors Olivia, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Et donc, je vais vous inviter à me rejoindre sur scène. Et... Ouais. Non, il ne faut pas chanter parce que ce n'est pas bon. Alors, on a les masques là. Alors, Olivia, peut-être si vous voulez chanter et nous dire un vers, ça sera avec grand plaisir. Mais finalement, la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça dit au fond qu'on lance l'Observatoire des sociétés à mission ici, à Bercy? Voilà, merci à vous et merci de nous recevoir.
Merci d'être là. Je ne sais pas si je ne m'autorise pas, vu que je suis loin, à retirer mon masque. Bon, j'ai plusieurs autorisations. Loin de moi, je tiens à la camif. Ça dit beaucoup de choses que vous soyez ici ce matin. D'abord, ça dit que, comme les familles, on ne se lâche pas. On a avancé ensemble, on a écrit ensemble, on a porté ensemble le début d'une révolution, et je pèse mes mots. Et depuis le premier jour, Emery Jacquia et de nombreux acteurs sont à mes côtés. Lorsque j'étais, dès la fin 2017, comme quoi ça commence déjà à dater, missionné sur ces sujets par Bruno Le Maire quand j'étais député. Et c'est important, même si je vais revenir sur le discours que j'ai préparé pour vous et sur les entreprises à mission. Je pense qu'on a fait une grande loi avec la loi Pacte. Je suis, comme toujours, c'est intéressant parce que on parle énormément de ce chapitre 3. Il y en avait 4. On parle beaucoup de ce chapitre sur raison d'être, société à mission, fondation d'actionnaires ou de pérennité économique. Je rappelle souvent aussi tout ce qu'on a porté dans le chapitre 2, qui est peut-être moins visible, moins présent d'ailleurs en matière de communication, mais qui est fondamental pour nos sujets, qui est le chapitre 2 du pacte, qui est l'orientation de l'épargne au service d'un développement plus environnemental, plus social, plus solidaire. La loi pacte, pour moi, restera une loi très importante du quinquennat, comme une boîte à outils, avec son chapitre 1, très opérationnel, suppression des seuils, mise en place d'un portail unique de création d'entreprise qui est en cours de construction à la DGE, mais aussi ce chapitre 2 qui est très en profondeur, qui est un peu la tectonique des plaques financières, où on oriente depuis janvier 2020 une UC, une unité de compte par contrat d'assurance vie, dans chaque contrat d'assurance vie au service de la transition environnementale et solidaire, et puis 3 unités de compte, 3 UC à compter de janvier 2022, dans chaque contrat d'assurance vie. J'étais en début de semaine avec des assureurs qui me disaient, mais je vous rassure, on a beaucoup plus que 1 ou 3 unités de compte chez nous au service d'une économie plus sociale, plus solidaire. Ça me rassure, mais ça me rassure aussi de voir que chaque Français aujourd'hui, dans son contrat d'assurance vie, a déjà enclenché aussi, et la loi l'a permis, enclencher une mise à disposition de son épargne au service de projets plus environnementaux, plus sociaux, plus solidaires. Et le chapitre 3, dont on parle beaucoup, qui nous rassemble pour une bonne partie aujourd'hui. Alors, le fait que vous soyez à Bercy, déjà, c'est un plaisir partagé. Je ne vous cache pas qu'on m'aurait demandé l'an passé si je pensais avoir le plaisir de vous recevoir à Bercy en 2021. Étant de nature plutôt pessimiste, j'aurais dit non, mais en revanche, je vous aurais accueilli à l'Assemblée nationale avec beaucoup de plaisir. Je sais que les députés avec lesquels j'ai porté la loi Pacte auraient été là. Parce qu'on est resté aussi en équipe, les rapporteurs de la loi Pacte, Roland Lescure et moi-même, pour suivre le développement, l'exécution de cette loi, accompagner aussi France Stratégie dans l'évaluation de cette loi. Et c'est un double honneur de vous recevoir aujourd'hui sur ce sujet que j'affectionne tant, que j'essaye de porter avec, que je porte avec sincérité, que j'essaye de porter avec effectivité. Et c'est un honneur de vous recevoir ici comme secrétaire d'État à l'économie sociale, solidaire et responsable. Responsable, mot auquel j'ai vraiment tenu dans le cadre de mon portefeuille. Merci à vous d'être venu aussi à Bercy. Et voilà, je pense que ça fait énormément sens de vous avoir et ça fait plaisir aussi de vous avoir accessoirement physiquement. Et merci à ceux qui nous suivent. Mais ça fait quand même du bien de se voir entre êtres humains. Ça a du sens parce que on est au cœur du réacteur de l'économie et qu'on se parle aujourd'hui des entreprises à mission. On se parle de la responsabilisation du capitalisme. Et vous savez, c'est drôle, j'y reviens. Il y a eu toute une discussion sémantique quand j'ai été nommé ici. Fallait-il l'appeler le secrétariat d'État à l'économie sociale et solidaire et responsable ou, comme ça m'a traversé l'esprit, le secrétariat d'État à l'économie responsable?
Mais par construction, dans un pays qui affectionne pas mal la polémique, nous n'avons pas pris ce risque parce que ça aurait voulu dire, par construction, que le reste de l'économie était irresponsable. Ce qui n'est pas le cas, et c'est aussi ce que j'apprécie dans votre façon d'être, au-delà de votre raison d'être. Ça n'est pas le cas. Promouvoir l'économie responsable ne signifie en rien que la majeure partie des acteurs du capitalisme, même si ces tendances aujourd'hui de l'envisager, sont des acteurs irresponsables. Nombre d'acteurs économiques, et la plupart, sont des acteurs fort responsables. Pour autant, on a des progrès à faire et moi je dis souvent que le capitalisme demeure à cette heure le moins pire, comme disent les enfants, des régimes économiques, pour paraphraser la définition de la démocratie de Churchill, le moins pire à l'exception de tous les autres, en tout cas le moins pire qui tend vers du meilleur. Et je crois que c'est vraiment le sens de nos efforts nourris et approfondis et respectifs. Ça a du sens que vous soyez ici à Bercy, parce qu'incontestablement, vous représentez, vous êtes ceux qui ouvrent la voie, vous êtes des éclaireurs. Vous venez dévoiler la première édition de l'Observatoire des sociétés à mission, un peu plus d'un an après la promulgation des décrets. Vous proposez un référentiel qui a vocation à faire rayonner les entreprises, inscrivant leur mission dans leur statut, et on en a besoin. Je précise, puisque nous avons quand même dans ce pays une fascination pour tout ce qui ne marche pas, j'essaye d'être à contre-courant et d'avoir un intérêt, si ce n'est une fascination, pour ce qui fonctionne un peu, voir ce qui marche bien, parce que oui, il y a des choses qui marchent bien dans notre pays, et parmi ce qui fonctionne plutôt bien, il y a eu la mise en place effective de cette loi Pacte. Toutes les lois ne voient pas leur décret intégralement publié dans l'année qui suit. C'était une volonté de Bruno Le Maire. Il l'avait dit, tu te souviens, il avait dit 6 mois. En fait, on a respecté ça à quelques mois près, mais en réalité, 1 an après, l'intégralité des décrets sont publiés. La loi est effective. Je vous le dis parce que l'ancienne parlementaire que je suis, néophyte que j'étais, a quand même été assez étonnée de voir le nombre de lois qui, lorsque j'ai été élu en 2017, n'avaient toujours pas vu l'intégralité de leur décret d'application sorti. Donc quand c'est fait, il faut aussi remercier les administrations et celles et ceux qui permettent la mise en œuvre de la loi. Il y a bien sûr l'administration, mais ceux qui portent la mise en œuvre et l'effectivité de la loi, c'est vous. Quand on portait la loi Pacte et qu'on y travaillait au Parlement et qu'on l'a votée, on a toujours cette appréhension de législateur d'essayer de faire une loi utile, et en réalité, la loi utile est celle dont les acteurs économiques et sociaux s'emparent pour la critiquer, pour la malmener, pour la mettre en perspective, pour l'améliorer. Et c'est vrai qu'on attendait cette prise en charge, cette prise en main du sujet des entreprises à mission, et force est de constater que nous n'avons pas été déçus, puisque le collectif l'a fait très tôt, dans une optique intéressante, parce que vous avez beaucoup informé sur ce sujet des entreprises à mission, et vous allez encore plus loin aujourd'hui avec l'Observatoire. C'est important parce que ça démontre, toujours à l'aune de notre fascination pour ce qui ne marche pas, ça démontre que, contrairement à ce qu'on peut me dire parfois sur les plateaux télé, vous êtes de plus en plus nombreux à prendre ce chemin. Certains s'étonnent que ça se compte par dizaines, mais déjà en 1 an, le fait que des entreprises s'y intéressent et passent le cap et se lancent dans cette dynamique, ça n'est pas rien. Et c'est plutôt inspirant, ça crée justement de l'inspiration pour d'autres entreprises. Et ce qui est intéressant de voir d'ailleurs, c'est que ça crée de l'inspiration pour de nombreuses entreprises, peu importe leur taille. J'en croise tous les jours, des très très grandes, mais aussi des toutes petites, qui veulent devenir entreprises à mission et qui veulent surtout être authentiques par rapport à l'exécution de la mission qu'ils assignent à leur entreprise. Votre observatoire, votre initiative d'aujourd'hui, elle est très importante parce que ce qui ne se mesure pas, je crois, ne peut pas s'améliorer. En diffusant régulièrement des données, collectivement, et en comptant sur mon appui sans limite, nous allons pouvoir peut-être définir où le bas blesse, où il y a des améliorations à apporter, définir ce que nous pouvons faire peut-être pour enrichir le modèle, l'améliorer.
ça a du sens que vous soyez ici à Bercy. Et ça a du sens que je vous y accueille parce que les sociétés à mission, vous le savez, c'est au cœur de cette loi Pacte. Avec cette loi Pacte, et on était déjà ensemble avec Emery Jacquia et d'autres, il nous a fallu prêcher des convertis. Mais de plus en plus, je crois que le pessimisme étant d'humeur et l'optimisme de volonté, je crois que l'entreprise à mission, elle est de volonté. Un peu plus d'1 an après la promulgation de la loi, ça permet aussi donc clairement de nous dire que nous avons eu raison de porter cette loi, qu'elle répondait sinon à une attente, du moins à un besoin. Cette loi démontre que le législateur doit croire, et c'est un point qui me semble important, doit écouter et croire aussi ce que nous disent les entreprises, pour qui certaines, se transformer, intégrer une raison d'être, devenir une société à mission, était vraiment un objectif et un axe stratégique de développement parfois commercial, mais aussi de développement de l'identité de l'entreprise, pour pas dire corporate. Et pourtant, en 2018, quand Nicole Notat et Jean-Dominique Sénard ont commencé leurs travaux, j'avais tous les jours en tête cette pub pour un petit véhicule de Renault qui datait des débuts des années 2000. C'était assez drôle et qui expliquait que ça ne marcherait jamais. Ça ne marchera jamais, ça ne marchera jamais. Vous allez nous créer des cascades de contentieux dans les cabinets d'avocats, détourner l'origine et l'ADN de l'entreprise qui est, comme l'a dit Milton Friedman en 1970, uniquement de faire du profit. Ça ne marchera jamais. Et ça a duré longtemps. Je pense en ce moment précis à Roland Lescure, parce que nous l'avons entendu ensemble, et à Coralie Dubost qui portait le chapitre 3. Comme ça ne marcherait jamais, vous dénombrez dans votre observatoire déjà 88 sociétés à mission. Elles étaient 50 début octobre, elles étaient 67 en novembre. Et comme ça ne marcherait jamais, force est de constater qu'on en a de plus en plus. Bien sûr, on peut considérer que c'est encore peu. Et je ne peux pas m'empêcher de la reciter. La fascination que nous avons pour ce qui ne marche pas me fait souvent me faire interroger en plateau en me disant « mais elle ne marche pas votre loi, vous avez que 80 sociétés à mission ou des dizaines de sociétés à mission parce que nous attendions le chiffre de l'Observatoire, je vous en remercie. » Donc on m'explique que ça ne marcherait jamais parce qu'il n'y en a que quelques dizaines. Moi, je crois déjà que dans une période économique aussi exceptionnelle que celle que nous vivons depuis bientôt 1 an, le fait que certaines entreprises aient quand même, dans cette difficulté, continué, poursuivi leur objectif de devenir société à mission n'est pas anodin. Je pense aussi que certaines entreprises ont pu décaler, peut-être remettre à un tout petit peu plus tard une partie de leur réflexion sur ces sujets. Ça paraît très pragmatique, mais je le suis. Pour être une société à mission, encore faut-il être une société. Nombre d'entre elles sont aujourd'hui en difficulté et je peux tout à fait comprendre qu'on consolide sa survie dans les moments dans lesquels on est aujourd'hui et qu'on remette, ça ne veut pas dire qu'on rejette, mais qu'on remette cette réflexion à quelques mois à la sortie de crise. Je crois aussi que d'autres entreprises ont pu être inspirées pour leur mission à partir de la crise que nous vivons et que nous traversons ensemble. Ces entreprises, elles se sont révélées résilientes, antifragiles. Elles ont conforté leur mission, elles ont fait pivoter rapidement avec agilité leur mode de production. Et je pense que vous créez véritablement un effet d'entraînement auprès de nouveaux types de secteurs d'entreprise. Vous annoncez que 10 000 entreprises pourraient faire évoluer leur statut d'ici 2025. Mais n'insultons pas l'avenir, on n'est pas à l'abri qu'elles soient encore plus nombreuses compte tenu de l'énergie et de la traction qu'insuffle le collectif des entreprises à mission. Quelque part, l'année 2020 a un peu été l'année de l'expérimentation de ce nouveau modèle d'entreprise par des éclaireurs, par des précurseurs, par vous. L'année 2021, ça doit être celle de la consolidation et surtout de l'amplification de ce mouvement et du changement d'échelle.
le contexte français, mais surtout le contexte européen, y est particulièrement favorable. L'ensemble des parties prenantes incite les entreprises à se poser la question de leur impact social et environnemental. Une nouvelle génération d'entrepreneurs que vous connaissez, que vous attirez, est en train de se lever pour dire haut et fort qu'ils souhaitent, certes, créer des entreprises rentables, mais relever aussi des défis sociaux, environnementaux. Et quelque part, le rôle politique de l'entreprise est de plus en plus mis en avant. Et je crois que c'est important, ça me permet de dire, parce que je le pense, que la politique est aussi un art noble. Elle est souvent décriée. Mais la politique a une étymologie que je n'oublie jamais. Et en tant que collectif d'entrepreneurs et porteurs d'entreprises à mission, vous contribuez très directement à cette politique au sens noble, c'est-à-dire à la gestion de la cité et à l'enrichissement de la cité. Si avec Pacte, nous avons formalisé des moyens à la responsabilisation du capitalisme, aujourd'hui, en tant que ministre, je passe, sans oublier aucun moment, je suis en train de pivoter du pacte à l'impact. Et je sais que je pourrais compter sur vous dans ce mouvement que j'essaye de porter et d'amplifier. Mais en fait, du pacte à l'impact, au-delà de la sémantique, tout ça est très cohérent. C'est cohérent parce que ce n'est pas une affaire de mots. L'impact à travers la performance extra-financière, c'est tout le sens du débat que nous allons porter et sur lequel je vais vous inviter. Débat qu'on va porter à l'échelle européenne dès le mois de mars, demain, avec la révision de la directive NFRD à partir de mars. NFRD pour Non-Financial Reporting Directive. Ça peut paraître, ça, je le dis souvent, tous les apparats, tous les avatars d'un débat ce débat de la révision de la directive NFRD un peu technique, pour pas dire techno, un peu éloigné. C'est à Bruxelles, ce sont nos collègues commissaires européens et nous allons devoir trouver un point de convergence avec l'ensemble des États membres. Je ne vous dis pas que la tâche est facile, mais je vous dis qu'elle est possible et je pense même qu'elle est souhaitable. Et de plus en plus, je crois qu'on essaye de faire en sorte que le souhaitable soit possible. Et ce débat, je vous demande, et je sais, vous me l'avez montré, que je peux vous demander des choses. J'ai besoin que vous le suiviez et je vais avoir besoin de vous pour vous y engager. Et je sais pouvoir compter sur le collectif des entreprises à mission. Pourquoi ? Parce que ce débat, il va marquer un tournant extrêmement important dans la conception européenne de l'entreprise sur laquelle la France a été pionnière. L'Europe a une place à prendre pour ses entreprises, pour ses consommateurs, dans la régulation de la performance extra-financière. C'est très clairement, et on a du mal parfois à se projeter, mais je vais essayer de le faire avec vous 2 minutes, c'est très clairement un enjeu de souveraineté. Nous revivons, pour les moins jeunes d'entre nous, mais moi je m'en rappelle bien, ce que nous avons vécu au début des années 2000 avec le débat sur la norme comptable. À l'époque, c'était les débats sur la norme IFRS et nous avons choisi de déléguer la norme à des acteurs extra-européens que sont les Américains. 18 ans après, certains pleurent encore à chaudes larmes que nous n'ayons aucune agence de notation financière européenne. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous n'avons plus d'agence de notation financière européenne parce que nous n'avons pas la norme. Qui pose la norme pose son évaluation, sa notation. La norme, c'est la règle du jeu, si tant est que l'économie soit un jeu de société. C'est la règle du jeu. Celui qui la pose détient la règle du jeu, celui qui ne la pose pas la subira. C'est exactement le même sujet avec NFRD. Soit on pose notre conception européenne et on la promeut, soit nous aurons des indicateurs et une norme de performance extra-financière, extra-européenne et donc américaine. Il faut imaginer ce que ça aura comme impact, sans mauvais jeu de mots. Parce qu'il y a une chose que je découvre et je le partage avec vous, c'est un sujet très intéressant, c'est à quel point la culture elle est importante dans la norme.
Et la culture, elle impacte la norme. Je parlais avec des acteurs financiers il y a quelques jours qui me rappelaient que dans la norme extra-financière américaine, par exemple, les entreprises sont sollicitées, questionnées sur leur quota de diversité ethnique. Dans 4-5 ans, si c'est la norme américaine qui est appliquée en Europe, nos entreprises seront interrogées, auront de mauvaises notes, puisque nous ne pratiquons pas le comptage ethnique. C'est intéressant ce point parce que ça démontre à quel point la culture impacte la norme. Et quelque part, il est fondamental que l'Europe, forte de sa culture, bâtisse sa norme. Et je terminerai en vous disant qu'on n'est pas obligé de la bâtir de façon défensive. Je vais bientôt publier quelque chose et je vous le ferai passer à cet endroit, mais soyons offensifs, pas agressifs, mais soyons offensifs. Je vous rappelle que c'est l'Europe qui est le plus grand continent au monde d'investissement ESG. Je vous rappelle que c'est l'Europe qui, en premier, a sorti des green bonds. Je vous rappelle que c'est l'Europe qui, cette année, je vais essayer de le pousser lourdement dans le plan ESS, va porter des social bonds. Je vous rappelle, mais je n'ai pas besoin que c'est la France qui a fait les accords de Paris, je vous rappellerai juste que c'est en Europe que sont 82% des stocks de fonds durables, pas aux États-Unis. Les Américains attendent aussi de l'Europe qu'on soit proactif, qu'on soit force de proposition, parce qu'on a une expertise reconnue sur ces sujets-là. À nous de saisir notre chance, à nous d'être non pas agressifs, mais offensifs, et de pousser la norme européenne. Vous serez invités autour d'Emery Jacquia et du collectif des entreprises à mission très prochainement pour parler avec nous de ce sujet, en vue de prendre une initiative où je sais que je pourrais compter sur vous pour inviter les entreprises qui le souhaitent à venir avec nous sur le chemin de cette norme extra-financière pour venir publier, donner à voir des données ESG et je dirais s'entraîner, s'échauffer entre nous en amont de la régulation entre entreprises françaises pour pousser ensemble nos fondamentaux. Donc ça, c'est notre prochaine étape. Vous êtes ici parce qu'on a fait le pacte ensemble. Vous êtes ici parce que c'est grâce à vous que cette loi pacte et son chapitre 3 vit au quotidien, et je le sais. Et vous êtes ici parce que c'est pas terminé. Et je vais encore avoir besoin de vous sur l'impact. Voilà. Et pour moi aussi, ça veut dire beaucoup. Voilà. Et contrairement, voilà, t'as pas de bol, je suis fan de Michel Berger, donc voilà. Moi, je n'ai pas besoin de personne, j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous continuiez à vous engager. Vous me trouverez toujours sur l'ensemble de ces sujets. Vous trouverez aussi les parlementaires. Et le chemin qu'on a devant nous en cette année 2021, avant la présidence française, il est résolument passionnant pour les entreprises à mission, qui le sont déjà, pour celles qui vont l'être. Très sincèrement, parce que tous ces collectifs sont d'abord et avant tout portés par des hommes et des femmes qui y croient. Un immense merci à Emery Jacquia, qui n'a jamais rien lâché sur le sujet et qui en plus a un territoire d'expérimentation passionnant et très cohérent d'ailleurs avec la CAMIF. Tu sais que tu peux compter sur moi, mais vous m'avez démontré que je pouvais compter sur vous. Donc bravo pour cet observatoire, comptez sur moi pour le faire connaître. Et s'il y a des choses à faire pour vous aider, je le ferai. Je vous remercie encore. Merci beaucoup, Olivia, pour ce mot d'introduction. Je vais inviter tout de suite Anne et Kevin à venir nous dévoiler les résultats de l'Observatoire des sociétés à mission. Cet observatoire, il est là pour mesurer à la fois le nombre de sociétés à mission, c'est important, mais au-delà du nombre aussi, de voir la qualité des missions, de leur comité de mission, de leurs objectifs de mission. Kevin, tu peux te mettre là. Et il y a une chose qu'il ne mesure pas. Alors Olivia, ça c'est peut-être un truc qu'il faut dire aussi, c'est que 88 sociétés à mission, ça peut paraître pas beaucoup au 31 décembre, mais ce que ne mesure pas encore l'Observatoire, c'est le nombre de sociétés qui sont en chemin. Et je peux vous dire au sein de la communauté qu'il y a aujourd'hui, on a plus de 200 membres de la communauté, beaucoup d'entreprises qui sont en chemin. On les voit pas, c'est la partie un peu émergée de l'iceberg. C'est une démarche qui prend du temps. Et en fait, justement, c'est ce temps du chemin qui est très intéressant parce qu'il permet d'engager toutes les parties prenantes, de les réengager autour d'un projet qui fait sens et qui est contributif. Donc, voilà, donc ça, on va pouvoir mesurer progressivement chaque mois et prendre le pouls
de ce nombre de sociétés à mission. Donc, Anne, je te laisse dévoiler les résultats. Merci. Merci Emery, merci Madame la Ministre. L'Observatoire des sociétés à mission, c'est une initiative de la communauté des entreprises à mission et de Mines ParisTech. Donc c'est un sujet collaboratif dont l'objectif est à la fois d'identifier, de suivre et d'analyser ce nouveau modèle d'entreprise qui, on l'espère tous, aura un grand avenir. Alors, l'Observatoire, c'est quoi? C'est un site web, donc disponible depuis à peu près une demi-heure via notre site de la communauté, qui présente en fait les missions de l'ensemble des entreprises qui ont effectué leur changement statutaire. Deuxième point, c'est le sujet d'aujourd'hui, l'Observatoire des sociétés à mission, c'est un observatoire. La première édition a lieu maintenant, un observatoire qui a un peu plus d'1 an, parce qu'effectivement, comme l'a rappelé Madame la Ministre, la loi Pacte a été votée il y a un peu plus d'1 an et le décret d'application a tout juste 1 an. Voilà, tout juste 1 an. Donc, c'était pour nous évident de faire un premier point au bout de cette première année. Alors, je ne sais pas si les slides peuvent être présentés. Voilà. Eh bien, au bout d'1 an, au 31 décembre 2020, nous avons compté 88 sociétés à mission, donc entreprises qui ont effectivement fait leur changement statutaire. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'on vérifie pour chacune des sociétés les statuts de l'entreprise. Forte accélération au cours de ce dernier trimestre, parce qu'on a vu une augmentation de 60% du nombre de sociétés à mission. Et bon, je ne dévoilerai pas un grand secret en vous disant que cette dynamique s'est poursuivie durant les premiers jours de 2021 et nous avons dépassé aujourd'hui les 100 entreprises à mission. Donc c'est symbolique. Oui, il faut le dire, il faut le dire. On a dépassé les 100. Oui, et je pense qu'on en manque aussi parce qu'en fait, c'est vrai que le mouvement est assez porté par des petites entreprises, c'est-à-dire que les 2/3 des entreprises à mission sont des entreprises de moins de 50 salariés. Je crois que c'est le slide d'après. Voilà. Et pourquoi en fait? Parce qu'elles sont peut-être plus agiles en termes de gouvernance, c'est plus simple de prendre des décisions. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, constituer sa mission, ça prend du temps, c'est une démarche exigeante. Et globalement, les entreprises prennent entre 6 mois et 18 mois pour arriver au changement statutaire, parce que pour s'interroger en fait sur son identité, développer une vision singulière, ça ne se fait pas en 3 mois. Et c'est bien pour cela qu'on n'est qu'au début du chemin, que l'année 2020 a été l'année d'expérimentation par les entreprises pionnières et que l'année 2021, par contre, on sera dans une année d'amplification de ce nouveau modèle d'entreprise. Les TPE et PME de moins de 50 salariés donc portent vraiment ce mouvement aujourd'hui, mais on va voir en 2021 et 2022 les ETI et les grands groupes rejoindre cette dynamique parce qu'on sait très bien qu'elles sont en train de travailler sur leur mission, de formaliser leur mission, et pour des questions de gouvernance, pour des questions d'actionnariat, ça prend un peu plus de temps. Donc voilà, 2021, on devrait voir plus de TI et de grandes entreprises, même si les grandes entreprises en 2020, il y en a quelques-unes, elles se comptent sur les doigts d'une main, sont passées société à mission. On peut citer la Maïf, qui a été le fer de lance du mouvement. On peut citer le Crédit Mutuel Alliance Fédérale, Danone, le Groupe Rocher et Invivo. Voilà, donc on les compte sur les doigts d'une main. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les sociétés à mission, les premières sociétés à mission, reflètent vraiment la diversité du tissu économique français. C'est-à-dire qu'on trouve à la fois des TPE de 2 salariés, de 2 personnes, et on va jusqu'aux grands groupes, en passant par des filiales de grands groupes qui changent leur statut alors que la maison mère, non. Et par exemple, Mirova pour BPCE ou Ecofi Investissement pour le crédit coopératif. Donc là aussi, on voit vraiment tout un panel d'entreprises très diversifiées. Et la qualité de société à mission rassemble effectivement des entreprises qui s'engagent sur un chemin de transformation. Et ce chemin de transformation, c'est ce qui est vraiment important dans cette démarche. Et des chemins de transformation pour être plus contributifs au bien commun.
Et on retrouve des entreprises traditionnelles qui font pivoter leur modèle. Et ça, c'est l'enjeu clé de ce mouvement. Et aussi des entreprises dont la mission est plus intrinsèque à leur activité, comme par exemple les mutuelles, les coopératives, l'ESS au sens large, qui représente aujourd'hui 11% des sociétés à mission en France, donc 2 fois plus que la moyenne nationale, mais ce ne sont que 11%. Donc l'essentiel de cette dynamique est porté par des entreprises dites traditionnelles qui vont transformer leur modèle. Et c'est ça le grand enjeu de la société à mission. Peut-être que le point de départ entre ces deux catégories d'entreprises est différent, mais par contre, l'engagement dans la dynamique de progrès, elle, est commune. Alors, hop là. Par secteur d'activité. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Ça ne vous étonnera pas, une prédominance des services. 79% des sociétés à mission relèvent des activités de services, 12% du commerce et 9% de l'industrie. Les sociétés de services sont assez diversifiées aussi, et on voit vraiment que les conseils et tout ce qui est finance et assurance sont vraiment bien représentés. Voilà. Mais ce qui est normal pour les conseils, puisque on imagine qu'avant de prôner ce modèle, il faut passer il faut faire le chemin. Et donc on verra plutôt un rééquilibrage dans les années qui suivent. Ensuite, où trouve-t-on des sociétés à mission? Alors, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que les sociétés à mission sont présentes dans 11 des 13 régions métropolitaines. Pas encore dans les dom-tom, mais ça viendra. D'ailleurs, je crois qu'il y a des sociétés qui sont en train d'y travailler. Donc, 11 sur 13 régions métropolitaines. C'est vrai que l'Île-de-France est surreprésentée. Donc 62% des sociétés à mission sont franciliennes. Et on sait aussi que la dynamique territoriale est un enjeu clé du déploiement de ce modèle d'entreprise. Et d'ailleurs, on le voit bien, c'est vrai qu'avec la CAMIF et la MAIF, on voit bien que la Nouvelle-Aquitaine est assez bien représentée malgré tout en société à mission, et que grâce à des sociétés moteurs, elles embarquent globalement tout leur écosystème local. Et ça, on va voir ce phénomène se développer là encore dans les années à venir. Peut-être deux régions qui sont en retrait par rapport à leur dynamique économique, en retrait sur le nombre de sociétés à mission, c'est la région Provence-Alpes-Corse, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur plutôt, la Corse aussi d'ailleurs parce qu'elle n'en a aucune, et le Grand Est. Et aussi aucune société à mission encore en Normandie. Autre élément, plus de la moitié des sociétés à mission a été créée il y a moins de 10 ans. Donc, ce sont des entreprises jeunes, voire très jeunes, puisque parmi elles, 1 sur 5 est née à mission. Et là aussi, c'est très intéressant, parce qu'on voit bien que c'est un modèle, du coup, ça incarne vraiment un modèle d'avenir et un modèle qui est lié à la stratégie de l'entreprise. Ouais. Donc, voici pour le portrait type, on va dire, des 88 premières sociétés à mission au 31 décembre 2020. Et on va passer ensuite à des éléments plus qualitatifs sur les approches, notamment, qu'ont eu et pourquoi ces entreprises se sont lancées. Alors, donc les principales motivations. Il manque un slide, mais c'est pas grave. Hop là, on va rester là-dessus. Il manque un slide, je suis désolée. Les principales motivations de transformation pour les entreprises. Quand on leur a posé la question, les entreprises expliquent leur démarche par plusieurs enjeux majeurs. Le premier est aussi le plus englobant, on va dire, qui est adresser des enjeux de transition sociale, écologique et économique. Ça rassemble 36% des réponses. Ensuite, à 15% de réponses, on a des enjeux plus précis, comme préserver les écosystèmes naturels ou les biens communs, comme consolider les relations avec l'écosystème. Là, on parle plutôt de la chaîne de valeur, des fournisseurs, des partenaires, des clients. Élément très important aussi, la marque employeur et l'engagement des collaborateurs. Et enfin, pérenniser des engagements face à des changements potentiels d'actionnaires et ou de direction. Voilà. Donc voici les éléments clés qui ont poussé les entreprises à transformer leur modèle. Ensuite, donc, les acteurs impliqués dans la démarche. Quels sont-ils ? Eh bien, cette démarche, l'impulsion de cette démarche est dans quasiment tous les cas
vient du dirigeant de l'entreprise. Donc l'impulsion et la vision de l'entreprise, de cette future entreprise à mission, provient du dirigeant qui met son équipe de direction générale, qui implique son équipe de direction générale plutôt dans la formalisation de la mission. Et par ailleurs, les salariés et les actionnaires sont consultés dans une grande partie des cas. Mais par contre, ce n'est pas encore le cas des parties prenantes externes qui ne sont impliquées quant à elles que dans 2 cas sur 5. Donc là encore, on verra dans les années à venir comment cela se poursuit. En revanche, en ce qui concerne le comité de mission, donc qui est l'organe de gouvernance de la mission, les choses sont bien différentes, puisque dans 4 entreprises sur 5 ont intégré au moins une partie prenante externe à la gouvernance de la mission, avec une présence fréquente des experts et des chercheurs. Kevin, tu vas être très sollicité, je pense, dans les mois à venir, des clients et des actionnaires. Ensuite, que nous disent réellement les missions, donc les raisons d'être et les objectifs? Globalement, petit problème de slide, c'est pas grave, je vais finir comme ça. Que nous disent réellement les missions? Donc en fait, je vous rappelle, mission, c'est une raison d'être et des objectifs qui y sont associés. La mission, en fait, répond à la question de qui je suis et à quel futur je veux contribuer à bâtir. Et les objectifs, c'est plutôt quels engagements je me fixe pour y arriver. Et donc, quand on regarde les missions de ces premières sociétés à mission, on se rend compte qu'il y a 2 catégories d'entreprises. Celles qui ont fait le choix d'une raison d'être très aspirationnelle, associée à des objectifs très factuels, et d'autres entreprises qui ont privilégié une raison d'être ainsi que des objectifs très liés à l'activité de l'entreprise. Et rares sont bien sûr les cas les entreprises qui ont décliné des objectifs déconnectés de leur cœur d'activité, ce qui paraît plutôt logique, puisque ces objectifs seront ensuite déclinés en objectifs opérationnels et en indicateurs de suivi. Donc là aussi, on voit bien cette complémentarité entre raison d'être et objectif qui fait la force et l'ambition transformative du modèle de la société à mission. Et enfin, dans les raisons d'être et les objectifs, qu'est-ce qu'on y trouve? Bien, écoutez, on y trouve des enjeux sociaux et environnementaux. D'ailleurs, les enjeux sociaux sont plus fréquents que les enjeux environnementaux, puisque dans 3 cas sur 4, les raisons d'être ont un prisme social. Dans 2 cas sur 3, les raisons d'être ont des enjeux environnementaux. Et dans la moitié des cas, on a des enjeux sociaux combinés à des enjeux environnementaux. Et les objectifs statutaires, quant à eux, se déclinent systématiquement à la fois en enjeux sociaux et environnementaux. Et pour cela, je vous préconise d'aller lire le baromètre des sociétés à mission, dans lequel on a mis pas mal d'exemples qui permettent d'illustrer ce propos. Et voilà pour la présentation du baromètre, et je passe la parole à Kevin pour l'œil du chercheur. Merci beaucoup Anne, et avant qu'on passe aux questions, puisque dans le chat on pourra prendre des questions, je passe la parole à Kevin, notre expert, chercheur sur la société à mission et même avant l'heure sur l'entreprise à mission, voire même encore avant l'heure sur la société à objet social étendu, puisque Kevin, tu as travaillé, tu es chercheur aux mines et tu as travaillé avec Blanche Ségrestin et Armand Hatchuel sur ce cadre qui est devenu finalement et qui a inspiré la loi Pacte avec la société à mission. Alors pour toi, Kevin, pour nous ça veut dire beaucoup cet observatoire, mais pour toi, quels sont les faits marquants de l'observatoire? Merci beaucoup Emery. Pour moi aussi, ça veut dire beaucoup. D'abord, merci beaucoup de me donner la parole. Je suis vraiment très honoré d'intervenir ici. Et je suis aussi très heureux de participer justement en tant que chercheur à cette nouvelle aventure qu'est l'Observatoire des sociétés à mission. Peut-être je voudrais commencer par souligner le grand intérêt que nous avons justement en tant que
chercheurs à participer à cet observatoire et expliquer peut-être au fond pourquoi on en a besoin aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'on a besoin de continuer la recherche sur ces sujets-là. Ça a été rappelé par Madame la Ministre à l'instant, la société à mission, c'est une nouveauté dans le droit, c'est une forme pionnière qui est aujourd'hui propre au cadre français, mais on sait que voilà, nos voisins européens nous regardent et s'inspirent des discussions qu'on a aujourd'hui. C'est une forme qui est bien sûr inscrite dans les enjeux contemporains, mais en même temps, ça reste une vraie rupture, hein, une rupture juridique, une rupture aussi pratique et une rupture théorique aussi pour la recherche. Ça vient transformer le contrat de société qui quand même n'avait grosso modo pas bougé depuis un siècle et demi. Hein. Ça vient reconnaître le projet de l'entreprise explicitement dans les statuts. Ça vient transformer la représentation commune de l'entreprise, puisque là aussi, Madame la Ministre l'a rappelé tout à l'heure, le droit vient explicitement acter que l'entreprise n'existe pas que pour maximiser son profit. Ça vient protéger, renforcer l'engagement des entrepreneurs sur des enjeux responsables à long terme, etc. Mais ça vient aussi potentiellement transformer la notion même de responsabilité de l'entreprise, puisque le droit offre en fait, au travers de ce statut, la capacité à l'entreprise de parler du futur qu'elle souhaite construire. Et il me semble que c'est très important, c'est-à-dire pas seulement les activités passées, observables, mesurables, c'est important, mais aussi ce à quoi elle souhaite contribuer, justement, à quoi elle doit dédier ses activités de recherche et d'innovation, à quoi elle veut que ses produits et ses services contribuent demain, quel management elle doit inventer, etc. Donc en fait, de ce fait-là, il y a beaucoup de conséquences de cette loi qui sont probablement encore à venir, peut-être imprévisibles, en tout cas nouvelles. Et donc voilà, la question pour nous et la question de l'Observatoire, c'est comment est-ce qu'on va tracer finalement ces transformations, ces nouveautés. Est-ce qu'on a déjà les bonnes lunettes? Est-ce qu'on a le bon microscope pour savoir où est-ce qu'il faut regarder pour tracer ces transformations? Alors je prends un petit exemple. Par exemple, on parle beaucoup des actionnaires. Est-ce que les actionnaires vont se comporter différemment dans les sociétés à mission? Comment est-ce qu'on peut le caractériser? Comment est-ce qu'on peut le regarder? Est-ce que même des actionnaires nouveaux vont apparaître? On vient de l'évoquer à l'instant, des sociétés d'investissement qui deviennent des sociétés à mission. Comment décrire ces business models nouveaux qui vont être inventés? Comment est-ce qu'on va décrire cette propagation dans l'écosystème qui démarre aujourd'hui? Voilà, est-ce que regarder la composition du conseil d'administration, ça suffit pour savoir comment est-ce qu'elles vont effectivement prendre des décisions et agir d'un point de vue stratégique? Voilà. Donc, il est évidemment trop tôt pour dire tout ça, mais c'est tout l'enjeu de cet observatoire que de suivre ces points de manière scientifique, de manière objectivable. Alors c'est évidemment important parce que c'est ce qui doit assurer la crédibilité de cette nouvelle qualité et donc aussi la capacité à inspirer des nouvelles formes de gouvernance à la fois en France mais aussi pour nos voisins européens. Et je pense qu'on peut le dire, d'ailleurs Madame la Ministre ne s'en cache pas non plus, il y aura nécessairement des hauts et des bas, il y aura probablement des usages détournés, mais il y aura aussi des difficultés pour des entrepreneurs qui sont engagés, qui sont sincères dans leur démarche. Et donc voilà, en tant que chercheur, je pense que notre première ambition, c'est que tout le monde travaille de concert en fait à cette observation, les chercheurs, mais aussi les entreprises, l'administration, les législateurs potentiellement. Il ne s'agit pas seulement d'évaluer la politique publique en supposant qu'elle est stabilisée à tout jamais, etc. C'est au contraire de se dire les pratiques vont inventer de nouvelles connaissances. Ça va réviser ce qu'on connaît de l'entreprise. Potentiellement, il faudra revoir un certain nombre de choses qu'on pensait acquises. Et donc voilà, il faut suivre ce mouvement naissant, observer les nouvelles pratiques et peut-être un jour que ça viendra aussi réviser le cadre normatif, le cadre légal lui-même. Donc voilà pour l'ambition. Maintenant, bon, commencer par le début. Qu'est-ce que ce premier baromètre nous apprend? Alors, je ne vais pas revenir du tout sur ce que Anne vient de présenter, mais on a beaucoup parlé de cette croissance. Je pense qu'effectivement, cette croissance qu'on voit un peu exponentielle du nombre d'entreprises, c'est pas forcément surprenant en tant que tel, mais toutes les nouvelles formes juridiques ne connaissent pas cette croissance au début. Moi, pour avoir beaucoup étudié, par exemple, des nouvelles formes aux États-Unis, la Social Purpose Corporation qui a été adoptée en Californie, qui a une population qui est quand même assez similaire à celle de la France, surtout qui rassemble un grand nombre des entreprises américaines, au bout de 5 ans, on en était à une centaine, par exemple. Donc, vous voyez, là, en quelques mois, on fait déjà mieux avec la société à mission. Donc, voilà, en comparant, on s'aperçoit que c'est quand même pas, c'était pas gagné, d'une certaine manière. Sur la répartition aussi, ça fait partie des éléments de vérification que la qualité de société à mission correspond au tissu industriel voilà, français. Anne l'a dit, on a une répartition assez équilibrée qui vient démentir un peu, alors évidemment tout ça est à consolider, hein, mais qui vient démentir l'idée que la société à mission ne serait faite soit que pour les petites, soit que pour les grandes. Maintenant, effectivement, il y a des petites et il y a des grandes. Et puis, on a rappelé que l'enjeu de transition apparaissait en premier.
bon, on est sur une base déclarative. Pour l'instant, tous les outils de l'Observatoire vont se consolider. Mais je pense que c'est important de rappeler voilà, que les entreprises n'ont pas attendu la loi Pacte pour savoir que se définir une mission ou une vision, c'était important. Ça avait des enjeux stratégiques pour la marque employeur, etc. Mais là, on va bien protéger par cette capacité juridique, justement, la capacité de l'entreprise à faire face aux transformations, même face potentiellement à des vents contraires, voilà, même face à un environnement qui peut être turbulent demain. Et ça vient se retrouver voilà, dans la composition des comités de mission, le fait qu'il y ait beaucoup d'experts, beaucoup de chercheurs aux côtés des parties prenantes plus classiques. Je pense que c'est une preuve de cet enjeu-là. Bon, qu'est-ce qu'il faut suivre maintenant dans le futur, les développements? Je pense qu'il y a deux grandes idées. Pour l'instant, on n'a pas encore eu l'occasion du contrôle de ces sociétés à mission qui sont toutes récentes. Donc, je pense que voilà, les premiers comités de mission se constituent, le paysage des organismes tiers indépendants se développe. Donc, il va falloir suivre ces éléments. Il faut capitaliser sur la formulation des missions, sur les bonnes pratiques en matière d'action, de feuilles de route, de composition et de fonctionnement des comités. Le baromètre rappelle une grande hétérogénéité dans la formulation des objectifs. Je pense que c'est important de rappeler que ces objectifs doivent effectivement formuler de véritables engagements. Donc, il y a beaucoup à décrire, à apprendre là-dessus, à formuler. Et puis, on va s'intéresser à la manière dont les sociétés à mission vont démontrer leur engagement. Il y a bien sûr la voie prometteuse qui consiste à mesurer le plus possible les impacts, hein, à quantifier ce qui est possible, c'est indispensable. Mais en même temps, il faut aussi reconnaître qu'on expérimente avec la mission une forme nouvelle, un peu inédite, et donc il faut préserver, je pense, la richesse de ce qu'on va pouvoir découvrir et tester, pas forcément trop standardiser tout de suite, pas forcément tomber trop vite dans une logique un peu de compliance qui limiterait un peu les effets de la société à mission à une checklist, comme on le sait, voilà, un des éléments à éviter. Il faut insister sur le dialogue que ça permet de créer à tous les niveaux de l'entreprise, de l'Assemblée générale, du conseil d'administration, jusqu'aux activités, jusqu'au plus proche de l'activité. Et donc voilà, on s'attend à un équilibre exigeant pour les comités de mission et les organismes tiers indépendants qui vont devoir à la fois assurer d'éviter le dévoiement de la mission et en même temps s'assurer qu'on lui conserve une ambition transformatrice. Voilà. Deuxième grande idée, il me semble, c'est les futurs usages de la société à mission qui vont être intéressants à regarder. Le baromètre rappelle qu'il y a une grande variété de secteurs, de structures d'actionnariat, etc., mais aussi probablement de motivation. Et demain, voilà, est-ce qu'il y aura peut-être des activités pour lesquelles il sera nécessaire de devenir société à mission pour pouvoir les réaliser? Est-ce qu'il y aura l'invention de nouveaux dispositifs, par exemple, pour les structures de recherche, pour les partenariats publics-privés, pour les banques, je ne sais pas, pour les structures de l'ESS aussi qui ajoutent une corde à leur arc des engagements déjà très forts qu'ils ont par ailleurs. Donc voilà, je pense que l'Observatoire va contribuer, en tout cas j'espère, à inventer les moyens d'y voir clair dans ces transformations pour rester scrupuleux face aux promesses, mais aussi pour pouvoir découvrir tous les effets de cette nouveauté. Ok, merci beaucoup Kevin pour cet éclairage. Peut-être qu'on va faire toutes les questions à la fin, ça sera mieux. Et je vais tout de suite inviter Laurence, Frédéric et Charles à nous rejoindre sur scène pour le témoignage, parce que l'Observatoire c'est bien, mais l'entreprise à mission ça se vit. Et on va voir le témoignage de deux entrepreneurs, deux dirigeants d'entreprise qui ont fait ce chemin de la société à mission, Frédéric et Charles. Alors voilà, je vais passer mon micro, il faut que je le désinfecte. Donc... Merci Emery. Bonjour à tous. On peut l'enlever si vous voulez. On enlève nos masques. Bonjour à tous. Alors, on va essayer d'apporter un éclairage complémentaire à tout ce qui a été dit ce matin avec Charles et Frédéric. On est très heureux. Merci beaucoup donc à Frédéric Deloy et Charles Dufourcq d'être avec nous ce matin. Deux dirigeants de PME. On a vu que la majorité des sociétés à mission aujourd'hui étaient des PME, donc vous représentez bien ce mouvement. Et deux dirigeants de PME d'entreprises plutôt traditionnelles. L'une dans les services, l'autre dans la vente de produits et qui du coup viennent aussi nous partager leur singularité, leur chemin pour devenir société à mission, les difficultés aussi pour faire pivoter finalement des modèles qui traditionnellement n'intégraient pas forcément les enjeux sociaux et environnementaux au cœur de leur modèle. Alors on va commencer avec Frédéric. Frédéric, est-ce que tu peux nous présenter Anaïc, donc la société dont tu es le dirigeant, en quelques mots? L'idée, c'est d'avoir un peu la fiche d'identité d'Anaïc. Alors, Anaïc était créé en 1973 par Anaïc Sartorius à Roubaix. Et j'ai repris la direction et je suis propriétaire de l'entreprise depuis 1998.
Et notre métier, c'est la conception et la fabrication de cadeaux promotionnels, de coffrets et d'accessoires pour les grandes marques de la beauté. Nous sommes présents dans 5 pays. L'équipe est composée de 115 personnes et nous sommes société à mission depuis septembre dernier et en voie aussi de labellisation Bicorp. Super. Et donc, vous faites à peu près 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, un peu pour donner la taille d'Anaïk. On est entre la PME et le TI. Super. De la même manière, on verra que Palo IT est aussi à peu près dans cette taille. Du coup, ce qui serait intéressant après cette fiche d'identité rapide, c'est de nous partager la raison d'être d'Anaïk. Alors, chez nous, nous disons c'est 100% d'émotion, 0% d'impact. Générer une émotion positive et durable pour les personnes et pour la planète dans le secteur de la promotion des ventes. Alors, 0% d'impact, ça peut être à double tranchant, mais c'est 0% d'impact négatif. Négatif, bien sûr, Laurence. Oui, je le précise du coup. Concrètement, ce qui est intéressant, parce que vraiment, je pense que le point, c'est de voir comment la société à mission peut être un guide et un cap pour transformer le business de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, cette raison d'être au quotidien dans la manière dont vous faites votre métier? Alors, un exemple, nous mobilisons nos actions autour de 6 causes. Je vais citer le climat, la biodiversité, l'eau. Prenons l'exemple concret des océans. Nous avons, pendant 2 ans, mis au point une filière de recyclage de polyester à partir de bouteilles en plastique. Et cette filière traçable, nous la transformons et nous la proposons à nos clients. Et pour le chiffre d'affaires qui est réalisé dans cette filière, nous nous engageons à reverser 3% de ce chiffre d'affaires à une ONG qui s'appelle Wings of the Ocean. Et par ailleurs, nous avons pu mesurer que nous avons contribué à recycler 350 000 bouteilles en plastique sur l'année 2020. Ok, donc c'est vraiment faire du cadeau promotionnel un moyen de travailler finalement sur les enjeux, là en l'occurrence environnementaux. Voilà, et j'ajouterais que notre volonté, elle est de transformer. On vient, comme tu le disais, d'une activité traditionnelle et ancienne. On est une activité polluante et on veut, dans un devenir, faire une activité qui contribue au bien commun. Super, je pense que ça met tout de suite le doigt sur un élément qui est très important pour la communauté, que c'est du coup des chemins qui sont exigeants, qui ne sont pas simples, mais qui peuvent être effectivement très porteurs. Charles, on regarde du côté du coup de Palo IT, si tu peux nous faire aussi une présentation fiche d'identité et nous partager la raison d'être de Palo IT. Oui, alors Palo IT, c'est une société de conseil en innovation. On est une société de services qui a été créée en 2009 en France. Aujourd'hui, on est présent dans 7 pays, en Asie, en Amérique latine et en France. Et ça représente à peu près 500 collaborateurs. Notre métier, c'est dresser des trajectoires technologiques, des phases d'idéation, c'est-à-dire faire germer une idée, jusqu'à des phases d'implémentation. Et notre idée de départ, c'est le code. On est des ingénieurs du code, des artisans du code, et on fabrique des plateformes technologiques. Donc nous aussi, on a rejoint la communauté des entreprises à mission au mois de décembre, et c'est un chemin qui a émergé depuis longtemps. On est aussi dans le doute par rapport à notre démarche, parce qu'on est une entreprise plutôt traditionnelle dans le monde du service, et donc on doute par définition sur les démarches qu'on va mettre en œuvre. Est-ce que tu peux nous dire ta mission concrètement, comment tu la définirais? Oui, alors notre raison d'être, c'est d'implémenter, de favoriser la mise en place d'organisations et de plateformes, d'outils en conscience. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire donner la capacité aux entreprises qui sont nos clients, d'abord de savoir ce qu'ils font, de mesurer, et ensuite de mettre en œuvre des technologies on est convaincu que la technologie, c'est une force en mouvement pour avoir un impact positif sur l'environnement et la société au sens large. Donc voilà, c'est ça notre raison d'être. Ok, et peut-être concrètement, tu me parlais d'une manière typiquement de coder plus frugale. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Qu'est-ce que ça impacte dans ton business au quotidien? Alors nous, ce que ça implique, ça veut dire qu'il y a une manière de faire les choses dans le code, dans le logiciel au sens large, dans la techno au sens encore plus large, qui est plus frugale. On sait tous que dans les technologies, aujourd'hui, il y a une course à l'équipement, que la manière dont les téléphones portables, par exemple, arrivent dans nos poches et dans notre quotidien, ça consomme. Eh bien, il se trouve que quand on étudie la technologie, on s'aperçoit qu'il y a des manières de coder des choses qui consomment moins de ressources. Et donc, nous, on impulse ça chez nos clients au travers de notre ingénierie logicielle, par exemple. C'est un de nos engagements. Ok, super. Et du coup, pourquoi vous avez décidé, qu'est-ce qui t'a poussé toi en tant que dirigeant? Parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont connectés et qui sont des dirigeants qui se questionnent. Qu'est-ce qui t'a poussé toi à devenir société à mission? Alors nous, c'est une histoire qui est incarnée d'abord par notre fondateur et dirigeant qui a une conviction
qui est qu'au départ, ce qu'on fait, ça doit être partagé. Et puis on a fait du chemin, on a été inspiré. Je dirais qu'il y a 3 grandes phases. Il y a une phase d'inspiration qui est liée à la manière dont Palo IT a été créé, à notre business, à ce qu'on veut faire. Il y a une phase d'expérimentation, donc on s'est mis à tester des choses. Et puis dans notre métier, c'est vraiment l'approche qu'on adopte dans les métiers de service et de prestation de service. Donc on a testé, puis là on est dans une phase d'incarnation. On est convaincu que la manière dont on intervient chez nos clients peut changer les choses pour un impact plus positif. On veut changer le monde, mais on doute aussi, on n'est pas trop sûr. Et du coup, on avait besoin d'incarner dans cette 3e phase nos engagements en changeant nos statuts. Alors, c'est difficile, c'est contraignant. On est aussi sur un chemin de labellisation B Corp au niveau groupe. Et donc, on avait besoin d'incarner ça. Ça engage nos collaborateurs, notre mission, la manière dont on fait les choses, notre raison d'être, notre marque employeur. C'est très contraignant. Voilà. C'est contraignant et exigeant, mais aussi assez puissant. Et j'entends dans notre discussion, tu disais aussi que c'était une manière de donner un cap et une cohérence à cette envie de transformer les choses par le business. Et aussi, tu m'as livré, alors du coup, en off, mais je dis tout à tout le monde, qu'il y avait aussi une inspiration très incarnée par d'autres dirigeants et des parrains de la communauté qui vous avaient aussi donné envie d'y aller. Et Frédéric me partageait aussi que finalement, l'échange avec d'autres dirigeants, c'était vraiment un conseil que tu voudrais donner pour tous ceux qui se posent des questions. Et donc, la communauté est aussi là pour ça. Frédéric, peut-être toi, par rapport à l'histoire d'Anaïk, pourquoi avoir décidé dans une industrie où c'est pas forcément naturel pour les gens qui connaissent de loin le cadeau promotionnel, on se dit pas forcément que c'est là qu'on va trouver une société à mission. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi vous êtes devenu société à mission et directement aussi quels sont les défis qui restent devant vous, les challenges pour embarquer vos parties prenantes? Alors on a questionné nos racines, notre histoire, et à partir de 2007, nous sommes engagés dans une politique d'achat responsable autour de 4 piliers que sont les audits sociaux dans les usines, l'éco-conception, le transport propre et la suppression des emballages inutiles. Et quand la loi Pacte est sortie, on l'a regardée et on l'a regardée parce qu'elle nous a permis de pouvoir formaliser dans nos statuts notre projet d'entreprise, qui est d'être le référent mondial du marketing émotionnel, éthique et éco-responsable. Et de ce fait-là, ça nous a permis d'être en parfait alignement entre l'actionnariat, l'équipe de direction et les collaborateurs. Et donc, c'est un mouvement qui est venu de l'intérieur de l'entreprise et qui nous a permis de nous projeter et d'avoir un cap commun. Et je trouve que c'est assez puissant parce que ça fédère et ça mobilise toutes nos ressources internes vers ce projet d'entreprise et ça nous oblige à le traduire dans des actions. Et en même temps, on est, en termes de gouvernance, challengé par le comité de mission. D'accord. Et aujourd'hui, ce qui vous reste à faire par rapport à vos parties prenantes, parce que finalement, faire du cadeau promotionnel un levier d'impact positif ou zéro impact négatif, ça nécessite aussi que vos donneurs d'ordre soient embarqués. Aujourd'hui, est-ce que c'est simple? Qu'est-ce qui est encore devant vous? Et en quoi, finalement, la société à mission t'aide en termes de légitimité, peut-être de crédibilité, à asseoir ça? Alors oui, j'ai insisté sur le fait que c'est un mouvement de l'intérieur, c'est un mouvement de l'entreprise, c'est le projet de l'entreprise. Effectivement, maintenant, notre responsabilité, si on veut transformer le cadeau promotionnel, eh ben, c'est aussi d'embarquer nos clients, d'embarquer nos parties prenantes et pour aussi nos concurrents pour faire en sorte que ce métier qui consomme des ressources devienne de plus en plus vertueux pour les personnes et la planète. Donc ça, c'est un gros défi. Et le gros défi, concrètement, c'est de faire en sorte que nos clients, qui sont des grands donneurs d'ordre, ne regardent pas que le prix, mais on puisse évaluer et leur donner des indicateurs qui leur permettent d'évaluer l'impact social et environnemental. Donc, on en revient au point de Madame la Ministre, il faut absolument mesurer pour améliorer. Et donc, la gouvernance aussi qui est associée à votre mission et qui permet du coup de contrôler la réalité de vos engagements dans votre opérationnel permet aussi de rassurer du coup, vos clients et la légitimité d'Anaïk pour les accompagner là-dessus. On a un peu le même sujet finalement dans le numérique. On a une vision qui est peut-être partagée par les gens qui suivent ce webinaire, qui est de dire le numérique, c'est quand même, ça peut être un contributeur négatif, fort. On parle beaucoup des data centers, on parle beaucoup de l'obsolescence programmée des terminaux. Comment, quand on est une société de services dans le numérique, on arrive à prendre le contre-pied de ça et en quoi, encore une fois, le fait d'être société à mission, ça aide? Alors oui, le numérique, ça consomme et ça ne va pas s'arrêter.
Donc la première manière dont on change les choses, c'est qu'il faut le savoir. Enfin, la première manière, c'est d'étudier ce que ça consomme, c'est de comprendre ce qu'on fait. Ensuite, de le mesurer, parce que rien ne s'améliore qui ne se mesure d'abord. Et enfin, c'est faire des choix. Alors pour vous donner un exemple, on ne va pas s'arrêter du jour au lendemain de travailler avec certains clients qui ne sont pas vertueux. En revanche, on va, et c'est notre mission, les accompagner pour mettre en œuvre des outils, des organisations et des technologies qui les aident à mesurer, prendre conscience et changer. Et donc, pour vous donner un exemple, dans la région Pays de la Loire en ce moment, on expérimente des choses autour d'une technologie qui s'appelle la blockchain, qui permet aux entreprises de mesurer l'efficacité des transports électriques dans l'entreprise. C'est tout neuf, toutes les entreprises ne s'y sont pas mises, mais certains entrepreneurs décident de passer le pas et d'avoir des outils pour mesurer ça. Ben ça, c'est des choix qu'on fait, on préfère faire ça plutôt qu'exploiter la donnée pour aller casser la croûte terrestre et extraire du gaz de schiste en Antarctique. Ça, on préfère moins le faire ou pas le faire du tout. Donc, OK, mouvement irréversible, et donc on va être des contributeurs positifs dans ce mouvement irréversible Exactement. du numérique. Peut-être un mot chacun pour terminer. C'est très court, mais c'était un premier. C'est pour donner aussi une appétence aux gens qui nous regardent aussi de vous contacter et de pouvoir s'inspirer de vos parcours de dirigeants. Il y avait un mot, donc effectivement, Frédéric, tu me disais, il faut parler à d'autres dirigeants. Attention d'ailleurs au conseil qui, depuis 5 minutes, ont décrété qu'ils savaient accompagner très bien les dirigeants. Allez plutôt parler à des pairs. Ça, c'était ton premier conseil. Et le deuxième, et peut-être on peut dire un petit mot là-dessus, c'était d'être pragmatique. Et notamment, j'aimerais juste que tu nous racontes en 2 mots ton comité de mission, parce que je pense que c'est aussi rassurant de voir qu'on peut le faire de façon simple, pragmatique, et que tu es prêt à changer. Alors, comment est constitué ton comité de mission? Alors, l'avantage de la loi Pacte, c'est que ça donne un cadre, et à l'intérieur de ce cadre, le chef d'entreprise est libre. Et avec son équipe, il définit ses propres règles, ses propres exigences. C'est ça qui est puissant. Nous, on a défini que le comité de mission il était porté par la responsable RSE qui choisissait 2 collaborateurs désignés dans l'entreprise. Mais moi, en tant que dirigeant, j'ai souhaité saisir l'opportunité de la loi Pacte pour aller plus loin et pour modifier la gouvernance de l'entreprise en créant un comité stratégique dans lequel je suis complètement minoritaire. Il y a 2 représentants de l'actionnaire, il y a une ONG, il y a un investisseur socialement responsable et il y a une représentante ou un représentant ou une représentante des salariés de l'entreprise avec le critère de génération, moins de jeune génération, moins de 35 ans. Voilà, donc mon conseil serait de dire, faites ce que vous voulez. Vous restez libre, vous êtes un chef d'entreprise, vous n'êtes pas sous la contrainte d'une loi, mais au contraire, vous avez l'opportunité de saisir cette loi. Super, merci beaucoup. Et peut-être, du coup, Charles, un mot aussi, tu voulais partager un mot sur toi, l'ambition que tu avais envie de donner à la communauté, finalement, au-delà du chemin singulier de chaque dirigeant. Oui, alors d'abord, je voulais féliciter la communauté pour impulser le mouvement. C'est hyper incarné et je trouve ça top. 100 entreprises comme nous, je ne savais pas que c'était 100 d'ailleurs, donc je me sens vachement fier là tout d'un coup pour tous les Palo One qui nous suivent, enfin les gens de Palo IT qui sont avec moi là-dedans. Mais c'est de dire, au-delà de l'incarnation que la communauté représente sur ces sujets-là, c'est allons parler à plein d'autres entrepreneurs qui nous rejoignent, qui s'approprient eux-mêmes dans leur groupe d'échange ces sujets-là. C'est un sujet qu'on incarne, qu'on veut faire vivre, sur lesquels on veut témoigner, mais ça ne nous appartient pas. C'est pour tout le monde. C'est vous, c'est moi, c'est les gens là devant leur écran. Et donc, mon conseil, c'est parlons-en. Appelez-moi ou appelez Philippe, appelez tout le monde. Attention, le téléphone va sonner. On va en parler, on va vous expliquer. Et puis, on va vous dire aussi que c'est pas simple. On est dans le doute, mais on est super passionné, on est super excité par l'opportunité que ça représente. Voilà. La dernière chose que je voulais dire, c'est que ça représente une vraie opportunité de business. Parce que demain, on va faire du business différemment, on va y être obligé. Et donc, nos entreprises, elles doivent prendre conscience de ça. Donc, être dans les pionniers, finalement, ce sera aussi bon pour la planète, pour les gens et pour le business demain. Et oui, oui. Super. Est-ce que pas de questions, on est très en retard et je crois que l'équipe de la communauté a fait un travail formidable pour répondre directement à pas mal de choses dans le chat et n'hésitez pas à aller de toute façon sur le site de la communauté des entreprises à mission pour avoir beaucoup de contenu et d'informations. Et je passe la parole à notre président qui se met au pupitre des ministres pour conclure ce webinaire. Merci à tous. Je suis hyper heureux
d'avoir vu autant de monde ce matin mobilisé autour de ce sujet de la société à mission. On l'a vu avec Olivier Grégoire, on l'observe avec l'Observatoire, on l'a entendu avec Frédéric et Charles, qui sont deux PME qui sont devenues sociétés à mission et qui en ont fait un levier d'innovation et un levier de performance, et un levier donc de transformation. Il y a un enjeu majeur pour tous, c'est qu'un maximum d'entreprises s'engagent, qu'un maximum d'entreprises se mettent sur ce chemin très structurant qui est celui de la société à mission au service du bien commun. Et on a besoin que ce modèle se diffuse partout, sur les territoires, en France, mais aussi en Europe, qu'il se diffuse dans tous les réseaux. Et pour ça, on a besoin de chacun d'entre nous, on est tous acteurs, devenir ambassadeurs, donc on va t'appeler beaucoup, pour témoigner du fait que ce chemin est passionnant, que ce chemin réconcilie l'économie et l'impact. Et c'est ça qui est vraiment très beau, que je trouve qui est en train de se passer. Moi, je trouve que c'est un message d'optimisme de voir cet observatoire. Et donc, je vais terminer d'abord par un appel. Soyons tous des acteurs de ce nouveau modèle et soyons tous des ambassadeurs de la société à mission. On sera ravis de vous accueillir, en tout cas au sein de la communauté des entreprises à mission, pour échanger, pour partager et pour continuer à nourrir et enrichir ce modèle. Et je vais terminer par un petit mot en citant Don Rodrigue dans le site de Corneille qui dit « Nous partîmes sans », alors ce n'était pas 100, c'était 500, ils étaient un peu plus nombreux, mais « Nous partîmes sans société à mission », c'est ce qu'on est aujourd'hui, mais par un prompt renfort, celui d'Olivier Grégoire tout à l'heure, nous vîmes, 3000 grâce à l'Observatoire des sociétés à mission en arrivant au port de Bercy, bien sûr. Donc rendez-vous au prochain baromètre, peut-être d'ici quelques mois. Vous serez connecté à la communauté d'entreprises à mission. Rendez-vous au prochain baromètre pour voir si on est bien 3000. Merci, très bonne journée à tous. Bon, bravo Laurence. C'est ça.